Pour les participants, vos micros sont coupés. Donc, pour toutes les questions, utilisez le chat et les experts vous répondront de cette façon. Au niveau du DSRC, on gère les questions. Il n'y a pas de souci. Est-ce que l'un d'entre vous veut revenir sur les critères d'inclusion spécifiques des phases précoces? Bah oui, je pense qu'on peut faire Allez, ça à plusieurs voies. on vous Oui. écoute. Sachant que Et c'est un donc, peu variable quand même en fonction des pathologies, hein. Enfin, moi, je pense qu'on ne peut pas vous donner de liste de critères définis pour tout le monde. Enfin, si on parle des LAM, donc des leucémies aiguës myéloïdes, c'est essentiellement des patients en rechute réfractaire pour lesquels il n'y a pas d'alternative thérapeutique. Donc, premier point. Et deuxième point, il ne faut pas de défaillance d'organes. Donc, c'est-à-dire qu'à part les anomalies hémato, il faut grosso modo pas d'anomalies autres, donc que ce soit rénale, hépatique ou cardiaque. Donc après, à adapter en fonction des protocoles. Et le troisième point, c'est en général, il ne faut pas d'autres cancers, ou alors il faut que cet autre cancer ait été traité, soit considéré comme en rémission depuis plusieurs années. Donc là aussi, c'est variable en fonction des protocoles. Donc ça, c'est le petit point sur les LAM en rechute réfractaire. Et tant que j'y suis, ne pas oublier que de plus en plus, en première ligne dans les LAM, on a des études de phase précoce, essentiellement pour les patients non éligibles à la chimiothérapie intensive, mais pour les autres, c'est-à-dire ceux qui reçoivent du vénétoclax azacitidine, ils peuvent tous être potentiellement inclus dans des études de phase précoce où on évalue des triplettes. Donc, ne pas hésiter à adresser des patients, même précocement, ou au moins nous poser la question, se poser la question d'inclure des patients d'emblée dans des études de phase précoce en première ligne. Voilà, essentiellement pour les LAM. Je ne sais pas si les autres avaient, peut-être Julien, ou je ne sais pas. Oui, moi c'était juste pour revenir sur les LAM aussi, parce que finalement c'est surtout ça que j'ai au cette phase précoce, c'est vraiment aussi l'espérance de vie, parce que globalement c'est quand même des patients qui en rechute réfractaire, ce qui est globalement le cas dans les études ici à la Timone, c'est des patients qui doivent au moins au minimum avoir 3 mois d'espérance de vie, hein, parce que les essais sont sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire jusqu'à progression ou réponse. Donc voilà, je pense que c'est important de prendre les patients qui sont quand même OMS, bon 0 non, mais 1-2 maximum. Ça j'insiste dessus. Après concernant l'âge, il y a pas vraiment, il y a en général pas vraiment de limite d'âge supérieure, même si évidemment, on est d'accord que forcément, hein, plus on vieillit, plus c'est l'OMS peut être impacté par la maladie. Et la dernière chose effectivement, bon, c'est ce que Sylvain a déjà un peu dit, mais c'est vraiment les critères biologiques, en gros, hein, parce qu'il y a souvent des patients qu'on nous adresse avec des ASAT, des ALAT, auxquels on ne fait pas forcément attention au quotidien parce que ça n'impacte pas forcément les autres traitements, mais qui limitent vraiment l'inclusion dans les protocoles. Je parle du foie, mais c'est pareil pour la créate, etc. Voilà ce que je voulais rajouter. Ouais. Alors, est-ce qu'on a récupéré Monsieur Cluzot? Oui, vous m'entendez? Oui, super. Oui, bonjour. Donc, bonjour, on a un peu commencé sans vous, donc les critères d'inclusion spécifiques. J'ai entendu Sylvain parler, c'est juste que je pouvais pas parler en fait. Mais j'entendais Sylvain parler, donc c'est bon. Donc depuis le début, j'étais là. Non, oui, moi, si je pouvais juste rajouter un petit quelque chose sur les critères d'inclusion. Donc c'est pour ça, là, j'avais mis sur la slide, j'avais mis un tableau. Alors, ça peut un peu varier en fonction des protocoles, mais sur la slide d'avant, pardon, sur les critères d'inclusion. Donc oui, donc il y a ce côté, la biologie. Donc bien checker la biologie avant d'adresser les patients, notamment les patients avec les insuffisances rénales. C'est un peu dépendant des protocoles. Alors, normalement, il y a des protocoles qui acceptent à partir d'une clairance à 30 millilitres minute. Donc, peut-être nous poser la question s'il y a une insuffisance rénale qui est modérée pour savoir si les patients peuvent être potentiellement éligibles. Et dans les autres critères, notamment, alors je pense que c'est sur les critères d'exclusion assez classiques qu'on retrouve dans les études. Récemment, il y a eu une petite adaptation, notamment dans les leucémies aiguës et dans les syndromes myélodysplasiques. C'est sur la durée, en fait, la distance avec le deuxième cancer. Avant, tous les patients qui avaient un deuxième cancer, il fallait qu'il y ait 5 ans de distance entre le deuxième cancer et l'inclusion dans l'essai clinique.
Là, dernièrement, ça vient d'être réduit dans la majorité des essais cliniques à 2 ans. Et même notamment dans les essais cliniques avec TP53, c'est même réduit à 1 an dans la majorité des études. Maintenant, on écrit les études comme ça. Donc, si potentiellement vous aviez pris l'habitude de vous dire mon patient a un deuxième cancer qui date de moins de 5 ans, donc il n'est pas éligible à un essai clinique, plus forcément maintenant, ces patients-là peuvent bénéficier justement des essais et donc de l'innovation thérapeutique. Ok. Au niveau des critères d'exclusion, peut-être? Alors, si on peut passer à la slide d'après, mais je pense qu'il n'y avait rien de. Voilà, après, c'est toujours pareil, c'est un patient qui doit ne pas être infecté. Ouais, alors ça, s'il a- juste, Thomas, si je peux juste rebondir là-dessus, j'en profite pour dire, le problème souvent c'est la fièvre. Un patient fébrile a très peu de chances de pouvoir rentrer dans une étude de phase précoce, sauf si on arrive à montrer que c'est de la fièvre spécifique. Et encore, c'est pas tout le temps très facile. Donc effectivement, le problème des infections et de la fièvre reste assez récurrent. Donc il y a ça parce qu'en plus on est souvent sur des patients qui sont assez avancés, donc c'est vrai qu'ils sont neutropéniques, qui ont une histoire infectieuse déjà au vu des différentes aplasies ou de la neutropénie prolongée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Les autres pathologies, toutes les autres comorbidités, en gros, souvent, il n'y a pas de vraie comorbidité, en gros, qui empêche l'inclusion dans les études cliniques. Alors, en dehors peut-être d'une insuffisance cardiaque qui nécessite vraiment énormément de traitement. Mais voilà, vous voyez, ce qui est à noter, c'est vraiment, faut que les comorbidités elles soient contrôlées. Donc, ça veut dire que voilà, une insuffisance cardiaque qui est stable, contrôlée, sous traitement, et pas forcément une contre-indication à un essai clinique. Les autres points, c'est les infections VIH, VHB, VHC. Donc, le VIH reste une contre-indication dans de nombreux protocoles, bien que ça commence à être discuté dans pas mal de protocoles, c'est-à-dire que des patients qui ont une infection VIH, mais avec une charge virale indétectable, il commence à y avoir des critères qui se sont allégés justement sur le côté VIH. Et par contre, sur l'hépatite B et l'hépatite C, si elle n'est pas active, en fait, c'est pas une contre-indication. Donc ça aussi, c'est des petites choses qui ont changé. Et le dernier point sur lequel je voulais appuyer, c'est le côté des chirurgies digestives, notamment pour tous les médicaments qui vont être par voie orale. Les patients en fait qui ont eu des chirurgies digestives, alors que ce soit des chirurgies bariatriques ou des chirurgies dans le cadre par exemple de maladies de Crohn, ça peut en fait altérer l'absorption des comprimés par voie orale, et donc on peut se retrouver avec des patients qui sont non incluables à cause de ces antécédents en fait de chirurgie digestive. Donc là aussi, c'est des petits points un peu particuliers qu'on retrouve dans nos études. Voilà, je ne sais pas Sylvain si tu veux rajouter des choses. Non, je pense que tu as dit l'essentiel. Non, juste peut-être un petit point qui est un petit peu en dehors des critères d'inclusion et d'exclusion. Je pense qu'il y a quand même une question de motivation du patient qui est aussi un point important à évaluer, parce que ce sont quand même des traitements avec un certain nombre de contraintes, notamment liées aux visites régulières, encore plus quand c'est de la première ligne, parce que là, ça peut être long. Nous, les Venasa triplettes, par exemple, dans Eviction, il y en a certains que je vois presque toutes les semaines depuis 6 mois. Donc, c'est assez contraignant. Donc, il y a quand même aussi cet aspect-là à évaluer, d'autant plus quand le traitement est fait loin du domicile, avec un bénéfice qui parfois n'est pas toujours évident, un bénéfice clinique. Bien sûr qu'il y a un bénéfice pour la recherche, mais le bénéfice pour le patient n'est pas tout le temps très, très évident. Donc ça, je pense que c'est des choses qui peuvent se discuter au cas par cas, au téléphone, entre les médecins qui veulent inclure et nous, quoi. Peut-être que Gabriel, tu as des trucs un peu plus spécifiques des lymphomes. Dans l'ensemble, ça rejoint quand même beaucoup de points que vous avez soulevés.
Alors pour les lymphomes, les traitements qu'on a en première ligne sont des essais en général d'enregistrement, de phase 3. On n'a pas forcément vocation à faire venir tout le monde dans ces essais. Enfin, je pense que les gens qui sont près de chez eux et qui ont un centre d'hématologie qui leur propose un bon traitement, il faut garder ça comme ça. Donc je pense que le positionnement qu'on va avoir, c'est surtout sur les essais de phase précoce chez des patients qui sont en rechute et réfractaires, quelles que soient les formes de lymphome. Ça peut être des lymphomes B, des lymphomes T. On a aussi des essais dans le myélome. Et pour simplifier les choses et donner quelques messages, on va dire, simples, sans trop rentrer dans les détails, je pense que les conditions importantes qui doivent être remplies pour adresser un patient dans un essai de phase précoce, je dirais que premièrement, il faut que le patient il soit en bon état général. Ça veut dire en gros PS 0,1, PS2, ça dépend de quel PS2, PS3, 4, faut pas y penser. Donc bon état général, une espérance de vie effectivement de l'ordre de 3 à 6 mois, c'est les procédures pour les inclusions, ça prend du temps. Donc quelqu'un qui est clairement en train de progresser rapidement, c'est très compliqué. Et il faut évidemment que le patient n'ait pas de défaillance d'organes majeurs. Les gens avec des insuffisances rénales ou des insuffisances hépatiques ou des insuffisances cardiaques sévères, c'est pas possible. Et je dirais le dernier point, qui est un point important, c'est il faut que les patients ils soient motivés. Il faut bien leur expliquer qu'ils vont rentrer dans des essais qui sont contraignants la plupart du temps, avec des rendez-vous répétés dans le centre où il y a l'essai clinique, donc beaucoup d'allers-retours. En général, on refait des biopsies de la tumeur plus des biopsies ostéomédulaires, donc il faut bien les prévenir aussi qu'il faut qu'ils acceptent ces procédures-là. Et donc, à partir de là, c'est sûr qu'on retient que des gens qui sont motivés, en forme, mais avec des maladies réfractaires. Donc finalement, ça ne fait pas tant de candidats que ça. On va pouvoir vraiment réussir les inclusions et de faire les traitements expérimentaux comme il faut. Mais on y arrive. Donc je pense que le point important, c'est ça, quoi. Un patient en bon état général, une espérance de vie de 3 à 6 mois, pas de défaillance d'organes, et surtout patient qui soit motivé pour venir régulièrement et avoir des procédures potentiellement invasives avant l'inclusion, quoi. Ok. Je pourrais juste rebondir un tout petit, Bien sûr. de 2 minutes, sur un des points que tu viens d'aborder, Gabriel, et puis ça m'a échappé là au moment où parce que en fait j'étais en train de lire la question en même temps, donc Ah bah voilà, on va peut-être super. répondre à la question d'Alexandre, et puis peut-être le point que je voulais dire reviendra. Bonjour, j'ai une question pour les patients sous corticothérapie. Pour contrôler les symptômes systémiques, peut-on diminuer les doses juste avant l'essai pour être dans les clous? Ouais, enfin on risque de réactiver les problématiques qui justifient la corticothérapie. Je pense que là, c'est quand même un bon équilibre. C'est une bonne question parce que finalement, il faut voir, est-ce qu'on fait l'essai à tout prix au prix de diminuer un traitement symptomatique efficace et parfois peut-être plus intéressant pour le patient que de faire une étude. Je pense que là, c'est vraiment au cas par cas. Si la corticothérapie peut être diminuée sans causer de problème, oui, bien sûr. En général, il y a des seuils, c'est souvent 5 mg de corticoïdes, mais enfin, ça peut varier en fonction des études, ou 10 mg là, sur la slide qu'a montré Thomas. Mais il faut toujours mesurer la balance entre le bénéfice à le faire et voir réapparaître les symptômes et le risque, quoi. Je pense que sur la corticothérapie, il faut vraiment que ça soit stable, en fait. Faut pas, je pense que c'est délétère pour le patient et également pour le développement en fait de la drogue, de faire des modifications pré-inclusion. Donc, je pense que la stabilité, là, alors c'est un exemple que j'ai mis sur la slide, mais vraiment la stabilité des doses, notamment de corticoïdes, sur plusieurs semaines avant l'inclusion, c'est quand même un gage de sécurité, que ce soit pour le patient et pour le développement de la molécule. Oui, du coup, ça m'est revenu le point que je voulais aborder, c'est le taux d'échec qui est forcément haut. Alors nous, on l'avait un peu mesuré, ce taux d'échec, c'est-à-dire d'échec de screening, selon que les patients étaient adressés depuis l'intérieur de l'IPC ou depuis les centres extérieurs, et après au sein des centres extérieurs, selon ceux qui faisaient eux-mêmes de la phase précoce et ceux qui n'en faisaient pas. Et en fait, ça va du simple au double. On s'est aperçu qu'il y avait environ 30% de screen fail quand ça venait de l'intérieur, ce qui est déjà beaucoup, mais c'est normal. Enfin, il y a souvent des problèmes qui empêchent l'inclusion. Par contre, on était plus autour de 60% d'échecs de screening ou de patients qui n'étaient même pas screenés parce que trop fatigués, trop altérés, trop avancés dans la maladie, ou alors des problèmes opérationnels du style trop loin du domicile. Donc près de 60%. Donc le message, c'est pas de dire il ne faut pas le faire, on va rater à tous les coups. Le message, c'est que plus on envoie de patients,
plus on a des chances d'y arriver. Et il ne faut surtout pas se désespérer si les premiers patients que vous nous envoyez, eh ben, on les récuse. Ce n'est pas qu'on ne veut pas, c'est que c'est normal. Ce pourcentage d'erreur, il est normal. Il ne faut absolument pas se désespérer de ça. Après, Sylvain, pour ça, je pense que ce qui est bien, c'est aussi peut-être qu'ils puissent en discuter en RCP local dans les centres, que les centres qui adressent des patients puissent en discuter en amont dans nos RCP. Hein. En tout cas, Alors, oui, dans nos RCP, ouais, tout à fait. Ouais, justement, on peut peut-être rebondir sur la façon de vous envoyer les patients qui sont screenés à l'extérieur. Sur les façons il y a plusieurs façons. Hein. Il y a la façon la plus directe qui est le mail ou le téléphone. Hein. On vous envoie nos coordonnées sans aucun problème et que vous pouvez diffuser. Hein. Donc, que ce soit le téléphone portable ou le mail, n'hésitez pas. Deuxième façon, c'est les fiches d'inclusion hein, qu'on peut vous faire passer et comme ça permet d'avoir un premier screen. Et la troisième façon, c'est de présenter les patients en RCP. Alors, on a une RCP moléculaire qu'on anime avec Nice, enfin avec Thomas, et les molécularistes. Et un des cas justement discutés, enfin les cas discutés inclut ces patients avec une LAM en échec de traitement pour lequel il y aurait éventuellement un essai thérapeutique de phase précoce. Donc, il y a vraiment trois façons. Hein. C'est du plus direct au plus indirect, mais n'hésitez pas à demander nos coordonnées. Quoi. Et puis, bien sûr, il y a la communauté WhatsApp. Pardon, j'allais oublier. Oui, je vais en parler. Voilà, je vais en parler juste après. En parler après. Ouais. Alors, je reprends rapidement pour terminer. Donc, justement, ce groupe WhatsApp qui a été créé, vous pouvez scanner le QR code si vous ne faites pas encore partie du groupe WhatsApp. Ça vous permettra d'être informé quasiment en temps réel de l'ouverture de nouveaux essais en phase précoce, voire en phase 2. Et vous aurez en fait toutes les informations nécessaires résumées sur le WhatsApp avec le PI de l'étude et donc où et à qui adresser le patient. Alors, ça marche comme un WhatsApp classique, donc vous pouvez également pas forcément recevoir les infos 24 heures sur 24. Voilà, tout est expliqué, soit sur notre site internet, soit sur nos flash infos qui sont réguliers. On a actuellement environ 11 essais sur cette plateforme et 45 membres inscrits. Et sur cette plateforme, vous pouvez aussi nous questionner, hein, c'est-à-dire nous dire j'ai un patient, est-ce que vous avez une étude? Et après, nous, comme on est plusieurs à recevoir les messages, on peut en discuter avec vous, hein, entre nous, pour voir ce qui est le plus pratique pour le patient. Hein. Je pense que c'est avant tout ça qu'il c'est faut vraiment avoir. une plateforme d'échange, enfin d'échange réduite, attention. Hein. Vous pouvez poser des questions, mais bien entendu, pas d'informations patient, pas de données confidentielles. Alors, comme le disait M. Garcia, vous avez également les fiches d'adressage de chaque établissement. Au niveau du DSRC, on vous a proposé une fiche globale qui, en tout cas, peut vous servir à recueillir toutes les informations nécessaires justement pour adresser vos patients aux établissements experts. Vous la retrouvez également sur notre site internet. Je vous ferai diffuser la présentation par mail aux participants et dedans, j'insérerai également les fiches d'adressage des établissements comme celle de la PHM, de l'IPC, etc. Et toujours pour retrouver en fait les essais, notamment les essais de phase précoce, vous avez notre site internet, le répertoire régional des essais cliniques, avec une nouvelle version depuis cet été où quelques améliorations ont été réalisées. Et comme vous le voyez sur l'écran, il vous suffit de sélectionner dans le filtre l'hématologie, les phases précoces. Et si vous, selon votre lieu de résidence ou la résidence du patient, pardon, il suffit de choisir l'établissement participant. On a actuellement 80 essais ouverts en hématologie et donc 25 essais de phase précoce. Alors, bien sûr, toutes nos flash infos, notamment le flash info oncohématologie, où vous pouvez retrouver toutes les infos régulièrement, environ tous les 3 mois, et nos réseaux sociaux. Et donc, je vais revenir. Si vous avez des questions, c'est le moment pour échanger avec les experts de la région.
Bon, s'il n'y a pas de questions particulières, je profite simplement pour faire une petite Bien sûr. annonce, tant qu'on y est. Je pense qu'il n'y a rien qui remplace effectivement de discuter des dossiers pour arriver à identifier les patients qui peuvent être inclus dans des essais cliniques. Et le lieu naturel pour ça, c'est la RCP. La volonté, c'est d'arriver à créer, là en lien avec nos amis de la PHM et Julien en particulier, une RCP de recours sur le lymphome, qui sera donc une RCP à vocation régionale. Donc, dès qu'on aura bien avancé sur on va dire l'organisation de cette RCP, évidemment, on recontactera tout le monde pour expliquer comment on va pouvoir procéder. Mais l'idée, ça va être de parler de tous les patients avec des rechutes de lymphome. Et évidemment, c'est ouvert à tous les médecins de la région. Donc voilà, on travaille dessus activement et j'espère que ce sera opérationnel d'ici le début de l'année 2025. On n'a toujours pas de questions ici. Donc, Je fais comme Gabriel. Oui, allez-y. Non, oui, je reviens sur la RCP moléculaire. Sylvain en a parlé. Donc, on a cette RCP moléculaire régionale, donc qui a pour vocation de pouvoir présenter donc les patients qui donc avec des anomalies moléculaires ou des patients réfractaires qui pourraient potentiellement être éligibles à des essais cliniques donc disponibles sur toute la région PACA, que ce soit à la PHM, à l'IPC ou au CHU. Mais également, cette RCP, elle traite un autre sujet qui nous tient aussi à cœur, qui est la prédisposition génétique aux hémopathies. Alors, principalement, aujourd'hui, aux hémopathies myéloïdes, parce que c'est là où on a un peu plus peut-être de biscuits. Mais si vous avez des cas d'hémopathie dans les familles, où vous suspectez peut-être quelque chose de germinal, ça vaut le coup de venir en discuter dans cette RCP. Et derrière, dans cette RCP, il y a des généticiens et on peut orienter les patients vers du conseil génétique, vers du dépistage génétique. Donc voilà, vers des réseaux experts pour TP53, pour le Lifroménie, pour le Fanconi, voilà. Donc n'hésitez pas à présenter également ces dossiers-là à la RCP. Très bien. Toujours pas de questions? Est-ce que vous avez encore des choses à préciser, messieurs? Non, juste Toujours. un point qu'on n'a pas abordé en 2 minutes, là, c'est la question des slots. Vous le savez sûrement, hein, les études de phase 1 commencent par une escalade de doses où il y a peu de patients par cohorte, en général 3, et c'est des études à recrutement international et souvent très compétitif. Donc on a souvent très peu de slots, donc on a beaucoup d'études ouvertes, mais parfois très peu de slots ouverts. Et une des particularités, c'est qu'un slot, quand il ouvre, il est en général pris dans la journée. Donc ça se peut qu'on vous sollicite aussi, qu'on vous dise on a une place tout de suite. Si on ne la prend pas, on la perd. Et parce qu'il sera attribué à un autre centre. Donc ça peut aller très vite. Ça peut rester bloqué pendant longtemps, mais ça peut se débloquer d'un coup. D'où l'intérêt aussi de cette communauté WhatsApp qui a été montée en fait en collaboration avec les PI que vous avez présents, et donc les experts régionaux, et c'est également pour indiquer les slots ouverts rapidement. Voilà. Écoutez, on est presque au terme de ce rendez-vous digital. Donc, je reprécise que je vais envoyer les slides de cette réunion aux participants, dans lesquels je joindrai également le listing des essais ouverts actuellement de phase précoce dans les établissements de nos experts, c'est-à-dire à l'IPC, au CHU de Nice et à la PHM. Et donc, je vous joindrai également leur fiche d'adressage spécifique. Voilà, on vous remercie. Merci à nos experts. Merci à tous de votre participation. Et eh bien, écoutez, à un prochain rendez-vous digital, peut-être. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir, bonne fin de journée.